Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de thermochimie où on va parler de la notion de variance d'un équilibre chimique. Alors ça c'est quelque chose d'important quand on s'intéresse au contrôle des réactions chimiques. Par exemple ici on a donné l'équation de synthèse de l'ammoniac et imaginez que vous êtes un industriel qui voulait réaliser ce procédé, vous vous demandez sur quels paramètres je peux jouer dans mon expérience pour maximiser cette production et comment je dois les modifier pour que cette réaction soit maximisée. Donc la première question à se poser, c'est a priori, quels sont les facteurs, les paramètres que je peux modifier pour la réaction. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en premier, c'est la notion de paramètres intensifs qui permettent de contrôler la réaction. Alors on va voir que on va définir a priori un certain nombre de paramètres intensifs qui peuvent influer l'équilibre, mais on va voir que tous ne vont pas influer sur la réaction, donc on définira au sein des paramètres intensifs ce qu'on appellera des facteurs d'équilibre. C'est ceux vraiment qui vont avoir un impact. Alors grosso modo, quel est l'impact d'un facteur d'équilibre? C'est soit de déplacer l'équilibre dans le sens direct, soit le déplacer dans le sens indirect, selon comment on le fait varier. Donc ça sera la première chose qu'on va voir. Et dans un deuxième temps, eh bien, on va disposer d'un certain nombre donc, de paramètres intensifs qu'on va pouvoir régler, mais tous ne seront pas indépendants. Ça veut dire que par exemple, si je joue sur l'un, l'autre va automatiquement varier. Et je ne pourrai pas jouer sur les deux en même temps de manière indépendante. Donc ça, c'est important de voir combien de paramètres indépendants de combien de paramètres indépendants je dispose. Et ça, c'est la notion de variance. Ça nous donne le nombre de degrés de liberté sur lequel on peut jouer pour modifier l'équilibre. Plus on a une variance élevée, plus on a de possibilités en fait de déplacer l'équilibre, alors que si on a une variance de 1, on peut jouer que sur un seul paramètre pour contrôler l'équilibre. Donc ça nous donne moins de latitude. Donc voilà ce qu'on va faire dans ce cours. Et dans un cours suivant, on étudiera plus en détail l'influence des facteurs d'équilibre sur le déplacement de l'équilibre, avec les lois de modération. Mais ça sera pour une prochaine fois. Donc on est parti pour le début de définition des paramètres intensifs qui nous permettront de contrôler un équilibre. Donc les paramètres intensifs qui permettent de contrôler un équilibre sont de deux natures. Il y a des paramètres purement physiques, ils sont au nombre de deux, c'est la température et la pression. Ces deux paramètres physiques ont potentiellement un impact sur le déplacement d'équilibre. Donc ici on se limite à des paramètres intensifs, c'est-à-dire des paramètres dont la valeur n'est pas proportionnelle à la quantité de matière dans notre système. Et en plus des paramètres physiques, il y a des paramètres de composition du système, c'est-à-dire que notre système chimique c'est un mélange d'espèces chimiques, et on peut calculer pour chaque espèce la fraction molaire des espèces dans chaque phase. Donc au sein de chaque phase, on peut regarder la fraction molaire de telle espèce, la fraction molaire de telle espèce, la fraction molaire de telle espèce, et ça, c'est aussi un paramètre intensif qui permet de décrire le système chimique. Donc, on rappelle la définition de la fraction molaire d'une espèce I dans une phase phi. C'est la quantité de matière de l'espèce I au sein de la phase I sur la quantité de matière totale dans la phase phi. Donc ça, c'est la notion de fraction molaire. Et donc, parmi tous les paramètres intensifs qu'on a décrits, certains vont être des facteurs d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'un facteur d'équilibre? Eh bien, c'est un paramètre intensif dont la variation va déplacer l'équilibre de la réaction qu'on est en train d'étudier. Autrement dit, il y a des paramètres intensifs, par exemple la pression, parfois vous allez la modifier, ça ne va rien changer sur la réaction que vous êtes en train d'étudier. Donc ça ne va ni la déplacer dans le sens direct, ni la déplacer dans le sens indirect. Donc la pression ne sera pas un facteur d'équilibre. En revanche, pour d'autres réactions, quand vous allez augmenter la pression, ça va peut-être favoriser la formation de produits, ou au contraire la défavoriser. Ça va dépendre des cas. Et dans ce cas-là, on dira que la pression est un facteur d'équilibre. Donc un facteur d'équilibre, c'est parmi les paramètres intensifs, les facteurs d'équilibre sont ceux qui ont un impact sur l'avancement de la réaction à l'état final. Donc on dit qu'un paramètre intensif est un facteur d'équilibre si sa variation entraîne une modification de l'équilibre final. Alors comment savoir si une espèce est un facteur d'équilibre, si un paramètre intensif est un facteur d'équilibre? Eh bien on sait que l'équilibre final est caractérisé par l'égalité entre la constante d'équilibre K0 et
le quotient de réaction, donc à l'équilibre final. Donc si le paramètre intensif que vous considérez apparaît dans l'écriture de cette équation, eh bien, il va donc avoir une influence sur l'équilibre final, et donc ce sera un facteur d'équilibre. Au passage, on rappelle que la constante d'équilibre K0, c'est une grandeur qui ne dépend que de la température. Donc maintenant, on va passer sur un exemple pour voir, pour mettre en application ces principes. Considérons la synthèse du dihydrogène. On nous demande, donc elle est rappelée ici, à partir du méthane. Donc du méthane gazeux qu'on fait réagir avec de l'eau sous forme gazeuse, qui va former du monoxyde de carbone et eh bien du dihydrogène gazeux. C'est une manière de former du dihydrogène à partir de méthane. On nous donne aussi l'enthalpie libre standard de réaction associée. Et on nous demande, premièrement, de déterminer les paramètres intensifs. Eh bien, nous avons vu que les paramètres intensifs, donc on va noter ces questions A, B et C. Les paramètres intensifs, il y en avait deux paramètres physiques, la température et la pression. Et ensuite, il y avait les paramètres chimiques de composition, c'est-à-dire les fractions molaires de chaque espèce au sein de chaque phase. Ici, il n'y a qu'une seule phase. Donc, on a la phase gazeuse. Et bien, au sein de cette phase gazeuse, on aura la fraction molaire de CH4, la fraction molaire de H2O, la fraction molaire de CO et la fraction molaire de H2. Donc, nous avons 6 paramètres intensifs potentiellement qui peuvent décrire notre équilibre. Parmi ces paramètres intensifs, tous ne sont peut-être pas des facteurs d'équilibre. Alors, nous allons étudier, on nous demande déjà dans un premier temps, T est-elle un facteur d'équilibre? Alors, je rappelle que T, est-ce que T intervient pour savoir si une espèce est un facteur d'équilibre, il faut voir si elle intervient dans l'écriture de la condition d'équilibre, c'est-à-dire l'égalité de la constante d'équilibre K0 et du quotient de réaction à l'équilibre. Eh bien, si vous écrivez le quotient de réaction, vous verrez que jamais la température n'apparaît dans le quotient de réaction. En revanche, on sait que K0 dépend de T, a priori. Alors, il faut quand même s'en assurer. De quelle manière K0 dépend de la température? Eh bien ça, on va utiliser une loi qu'on a vue dans le cours, c'est la loi de Van 't Hoff, qui nous permet justement de savoir le sens de variation de K0 avec la température. Et la loi de Van 't Hoff, elle nous disait que D de ln de K0 sur dt, c'était delta RH0 sur RT carré. Si delta RH0 est non nul, si ce terme-là est non nul, eh bien ça veut dire que la dérivée de ln de K0 par rapport à la température est non nulle, ça veut dire que ln de K0 varie avec la température, donc que K0 varie avec la température. Donc à partir du moment où delta RH0 est non nul, K0 va varier avec la température, et donc la température apparaîtra comme un facteur qui modifie K0 et qui modifie donc l'état final de réaction. Et donc la température sera un facteur d'équilibre. Que vaut delta RH0 ici? Eh bien par identification, on était dans l'approximation d'Ellingham ici, et bien on s'aperçoit qu'ici on a delta RH0 moins T fois delta RS0, donc par identification, on voit bien que delta RH0 c'est 227 10 puissance 3 joules par mol, c'est donc quelque chose qui n'est pas nul, et donc ici delta RH0 égale 227,0 10 puissance 3 joules par mol. L'intérêt avant tout pour l'instant c'est de voir qu'il est non nul. Donc ln de K0, d de ln de K0 sur dt différent de 0. Et donc K0 dépend de T. Et donc T est un facteur d'équilibre. Alors on nous demande maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'équilibre? Et bien maintenant que nous avons vérifié que K0 dépend bien de T, il faut écrire l'expression du quotient de réaction QR. Alors, on rappelle que, je vais effacer, je vais me déplacer, on va effacer un petit peu ce qu'on a fait ici. On a vérifié que la température est bien un facteur d'équilibre, je peux effacer cette partie-là. Et maintenant, on va vérifier, on va déterminer quels sont les autres facteurs d'équilibre. Alors, on se souvient que le quotient de réaction, il s'écrit comme le produit des activités des produits puissance nombre stoichiométrique. Donc ici, on va avoir l'activité de H2 gazeux, l'activité de CO gazeux sur l'activité de CH4, pareil à l'état gazeux, sur l'activité de H2O. Les activités des gaz, ici, on va dire que c'est leur pression partielle divisée par la pression standard sur la pression CH4
sur la pression standard, et ici la pression de H2O sur la pression standard. Et on va pouvoir utiliser pour chaque gaz la loi qui dit que la pression partielle d'un gaz, c'est sa fraction molaire fois la pression totale du mélange, que je note P. P, ou qu'on note aussi parfois P total. Bon, ici on va juste la noter P. Donc, une fois que tout ça est remplacé, on s'aperçoit qu'il va nous rester P, donc P ou P total, sur P0, le tout au carré, fois XH2 au cube, XCO, sur XCH4, les fractions molaires, XH2O. Et là, c'est intéressant, puisqu'on a vu que tout paramètre qui intervenait dans l'écriture du quotient de réaction était donc un facteur d'équilibre, puisqu'il allait influer sur l'équilibre final. Et donc, quels sont les facteurs d'équilibre? Eh bien, on repère qu'il y a la pression du mélange, P, qui apparaît. Bon, P0 est une constante, donc ça, c'est pas un facteur d'équilibre. Et puis, il y a les fractions molaires de ces quatre espèces. Donc, on a P, XH2, XCO, XCH4 et XH2O sont facteurs d'équilibre grâce à l'écriture de Q. Et on avait vu dans la question précédente aussi que la température était un facteur d'équilibre. Donc voilà, on a recensé tous les facteurs d'équilibre associés à la synthèse ici du dihydrogène. Donc voilà le premier exemple de recensement des paramètres intensifs et des facteurs d'équilibre. Alors on va on va faire un deuxième exemple pour voir que on n'obtient pas toujours les mêmes résultats. On va s'intéresser à la combustion du méthane et on nous demande si la pression est un facteur d'équilibre. Alors, la pression, si elle est un facteur d'équilibre, c'est qu'elle apparaît dans l'équilibre K0 et qu'elle apparaît dans l'équation K0 égale Q équilibre, c'est ce qui fixe l'état d'équilibre. K0 ne dépend que de la température, donc on ne va pas chercher la pression dans K0, donc on va exprimer Q pour voir si la pression intervient dans Q. Encore une fois, on est à l'état gazeux, donc on va avoir l'activité de CO2 fois l'activité de H2O au carré sur l'activité de CH4 fois l'activité de O2 au carré. Encore une fois, nous sommes uniquement à l'état gazeux. Donc, on va pouvoir écrire que chaque activité, c'est la pression partielle du gaz divisée par la pression standard. Donc, on l'écrit rapidement, au carré, sur la pression de CH4 sur P0 fois la pression de O2 au carré sur P0 au carré. Et puis, je vais écrire aussi que chaque pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale. Et quand on fait ça, on a donc Q égale... On va voir que les P0 en haut et en bas se simplifient et que les P total aussi se simplifient. Et donc on trouve XCO2, XH2O au carré, XCH4, XO2 au carré. Puisqu'en fait on avait du P sur P0 puissance cube, pardon, du P sur P0, oui c'est ça, du P sur P0 puissance cube qui va apparaître au numérateur et du P sur P0 puissance cube qui va apparaître au dénominateur qui se simplifie. Et quand vous voyez l'expression du quotient de réaction, vous voyez qu'il est indépendant de P. C'est-à-dire que la pression n'aura pas de rôle sur la détermination de l'équilibre final de cette réaction. Et donc ici, P n'est pas un facteur d'équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la pression, ça ne va pas déplacer la réaction dans le sens direct ou dans le sens indirect, ça va être relativement indifférent par rapport à l'état final de la réaction. Donc vous voyez, on a vraiment un comportement différent. Pour la combustion du méthane, ici, la pression n'a pas d'influence sur l'équilibre, alors qu'ici, dans l'exemple de la synthèse de H2, la pression avait une influence sur l'équilibre. Alors grosso modo, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'ici, le nombre de molécules gazeuses chez les réactifs n'est pas le même que le nombre de molécules gazeuses chez les produits. Et donc, quand on écrit le quotient de réaction, il n'y a pas de simplification des pressions au numérateur et au dénominateur. Alors que quand vous prenez la combustion du méthane, vous aviez 3 molécules de gaz ici, 1 plus 2, 3 molécules de gaz ici, et ça a créé une simplification au numérateur et au dénominateur des pressions qui étaient au cube. Donc voilà, ça c'est ce qui explique que parfois la pression intervient dans le quotient de réaction et parfois non. Bon, alors maintenant nous savons les paramètres intensifs qui décrivent un équilibre, enfin les paramètres intensifs qu'on peut associer à un équilibre, et parmi ces paramètres intensifs, ceux qui ont une influence sur l'équilibre. Mais ils ne sont pas tous indépendants, ces paramètres, c'est-à-dire que il faut imaginer que maintenant vous avez des sortes de leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour
que la réaction se déroule davantage dans le sens direct ou davantage dans le sens indirect, ou des ficelles que vous pouvez tirer et qui font faire pencher la réaction dans le sens direct ou pencher dans le sens indirect. Mais parfois, il y a des ficelles qui ne sont pas indépendantes entre elles. C'est-à-dire que si vous allez tirer sur une, ça va lever l'autre. Pas des ficelles que vous pouvez tirer indépendamment pour encore plus favoriser la réaction dans le sens direct. Donc ça, maintenant, il va falloir déterminer parmi toutes les ficelles disponibles qui peuvent faire évoluer la réaction dans le sens direct ou la réaction indirecte, le nombre de ficelles qui sont indépendantes, c'est-à-dire le nombre de paramètres intensifs indépendants, et ça de manière à vraiment optimiser l'état final de la réaction. Donc ça, c'est la notion de variance. Donc combien de paramètres intensifs pouvons-nous modifier indépendamment pour optimiser une réaction chimique? Eh bien ça, c'est le principe de variance. La variance est le nombre de paramètres intensifs indépendants donc le nombre de paramètres intensifs indépendants que peut modifier l'expérimentateur pour fixer l'état final d'équilibre d'une réaction. Alors on va compter tous les paramètres intensifs à la base, et pas uniquement les facteurs d'équilibre. On verra après, en fait en général d'habitude on calcule la variance, donc avec tous les paramètres intensifs, et ensuite on vérifie que les paramètres intensifs qu'on choisit sont bien des facteurs d'équilibre. Donc comment on fait? Eh bien c'est mathématique. Comment savoir le nombre de paramètres intensifs indépendants? Eh bien déjà, on compte le nombre de paramètres intensifs qui décrivent notre système. On l'appelle grand X. Et grand X, vous voyez, il y a toujours la pression et la température, donc il y a déjà deux paramètres intensifs. Et puis, il y a le nombre de fractions molaires qu'on va compter. Souvenez-vous, on compte une fraction molaire par constituant par phase. C'est-à-dire que si un constituant apparaît dans deux phases, il y aura une fraction molaire dans chaque phase. Et donc le nombre de fractions molaires totales qu'on va compter, on l'appelle grand N, et vous avez ici grand X, c'est le nombre donc de paramètres intensifs indépendants. Le nombre de paramètres intensifs qui décrivent le système, mais on ne sait pas s'ils sont indépendants. Pour savoir les dépendances entre ces paramètres, il faut voir si on a des relations entre eux. Donc on va compter le nombre de relations. Qu'est-ce qu'on a? On sait qu'au sein de chaque phase, la somme des fractions molaires vaut 1. Donc, le nombre de phases va donner un nombre de relations, un nombre d'équations. On sait aussi qu'à chaque fois qu'on a un équilibre chimique, à l'équilibre, on a Q égale K0. Donc si vous avez 3 équilibres chimiques, vous avez 3 quotients de réaction qui sont égaux à des constants d'équilibre, vous avez 3 relations, j'appelle le nombre d'équilibres chimiques K. Et donc vous voyez, vous avez phi relation avec phi le nombre de phases, et K relation avec K le nombre d'équilibres chimiques. Donc vous avez en total Y égale phi plus K, c'est le nombre de relations entre vos paramètres. Donc vous aviez X paramètres, et vous avez Y relations entre ces paramètres, donc ils ne sont pas indépendants. Quel est le nombre de paramètres indépendants qu'il reste? Eh bien c'est X moins Y. C'est le nombre de paramètres que vous aviez au début, moins le nombre de nœuds, entre guillemets, entre ces paramètres. Si on se rappelle que ces paramètres, c'est un peu comme des cordes qu'on va tirer, eh bien, Y, c'est le nombre de nœuds entre les cordes. Donc, si je tire sur une corde mais qu'il y a un nœud, ben, l'autre corde va monter, donc ces deux cordes ne sont plus indépendantes. Donc, j'enlève cette corde-là. Donc, à chaque fois qu'on a un nœud, on perd un paramètre indépendant. Donc, résumons, la variance, c'est le nombre total de paramètres intensifs, moins le nombre de relations entre ces paramètres. Quelles sont ces relations? Eh bien, au sein de chaque phase, on a la somme des fractions molaires qui vaut 1, première relation, et à chaque fois qu'on a un équilibre chimique, on peut écrire Q égale K0. On a une deuxième relation. Et donc voilà comment on va déduire la variance. La variance, ce sera X moins Y. Donc maintenant, on va faire un petit exercice pour appliquer ça. Considérons la synthèse de l'ammoniac que nous avions présenté au début de la vidéo. N2 plus 3H2 donne 2NH3 à l'état gazeux. Donc première question, déterminons la variance de cette réaction. Alors 1, calcul, dénombrement des paramètres intensifs. Eh bien, dans les paramètres intensifs, on a toujours T et P, et les fractions molaires au sein de chaque phase. Alors ici, on n'est que dans une seule phase gazeuse, vous voyez tout l'état gazeux ici. Donc, dans la phase gazeuse, nous avons la fraction molaire de N2, la fraction molaire de H2 et la fraction molaire de NH3. Donc on a 5 paramètres intensifs. Maintenant, il va falloir retrancher à ce nombre de paramètres intensifs le nombre de relations entre paramètres. Alors on a vu qu'il y avait une relation par phase qui était la somme des fractions molaires qui vaut 1. Bah oui, xn2 plus xh2 plus xnh3 égale 1. Et puis à chaque fois qu'on avait un équilibre chimique, on pouvait aussi écrire Q égale K0.
Et donc là, on a un équilibre chimique, c'est celui-là. D'accord? Ici, nous avons un équilibre chimique donc associé à une constante d'équilibre. Donc je peux écrire K0 égale Q associé à cet équilibre. Et donc on a deux relations entre paramètres. Et bien on en déduit donc immédiatement que la variance de cet équilibre est de 3. Voilà comment on a ça veut dire qu'on peut jouer sur 3 paramètres afin de contrôler la production de NH3. Alors quels sont ces 3 paramètres? Eh bien on pourrait, si delta RH0 différent de 0, ce qui est très très probable, on va pouvoir dire que la température est un paramètre qui est un facteur d'influence, puisque K0 dans ce cas-là dépendra de la température en vertu de la loi de Van 't Hoff qu'on a vu tout à l'heure. Si j'écris Q aussi, je vais l'écrire rapidement, donc ça va faire ANH3 au carré sur AN2 AH2 au cube, si je ne me trompe pas. AH2 au cube, AN2, ANH3 au carré. Et bien quand on va le faire apparaître, on va pouvoir choisir par exemple, on va voir que la pression va intervenir, et puis on pourra choisir par exemple XNH3. Et donc là j'ai 3 paramètres, ma variance est de 3, et ben je peux régler indépendamment ces 3 paramètres, et chacun va me permettre de contrôler la réaction et de la contrôler dans le bon sens pour fabriquer le maximum de NH3. Alors voilà le genre de choses qu'on peut faire pour à l'issue de la détermination de la variance. Alors on va compliquer un petit peu maintenant l'exercice, donc je supprime ce que nous avons écrit. Et on nous dit, en plus de l'équilibre ici qu'on vient d'étudier, il y a en fait un changement d'état du NH3 qui va en fait être en équilibre à la fois l'état gazeux et à la fois liquide. Quelle est la nouvelle variance? Eh bien on recommence, on va compter les paramètres. Alors au niveau des paramètres, il y a toujours T et P. Et puis dans chaque phase, on va écrire les fractions molaires. Donc là maintenant on a deux phases, c'est ça la différence. On a la phase gaz et la phase liquide. Donc au sein de la phase gaz, on a Xn2. Alors là on va bien préciser la phase. XH2 dans la phase gaz et XNH3 dans la phase gaz. Et au niveau de la phase liquide, il n'y a que du NH3 liquide, donc XNH3 liquide. Donc voilà le nombre de paramètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres intensifs qui décrivent, qui sont associés à l'équilibre. Maintenant, les relations entre paramètres. Eh bien, on sait qu'au sein de chaque phase, on a la somme des fractions molaires qui vaut 1. Donc on va l'écrire à la fois dans la phase gazeuse, XH2 gazeux plus XNH3 gazeux égale 1, mais on peut aussi écrire dans la phase liquide. Forcément, NH3 est seul dans sa phase, donc XNH3 liquide vaut 1. Et puis, on a les relations associées aux équilibres. Et, dans notre exemple, nous avons désormais l'équilibre initial de formation de NH3 gazeux, mais nous avons aussi désormais l'équilibre de changement d'état. Donc on a deux équilibres. Donc on va avoir K01 égale Q équilibre associé 1 et K02 égale Q équilibre 2. Ce qui va nous donner 4 relations entre paramètres. Et 6 paramètres moins 4 relations entre paramètres, on a donc une variance égale à 2. Donc on a diminué le nombre de paramètres indépendants sur lesquels on allait pouvoir jouer pour décider de l'état d'équilibre final. Dernière question, qui va être plus rapide. En fait, on nous dit que la pression est imposée par la pression atmosphérique, c'est-à-dire qu'on va travailler dans un système chimique sous pression atmosphérique, donc on ne peut pas contrôler la pression. Donc on perd finalement, on avait a priori deux paramètres indépendants, par exemple la pression et la température, mais en fait, on se rend compte que la pression est fixée. Et bien ça va faire que il va ne rester plus qu'un seul paramètre sur lequel on va pouvoir jouer. On va dire qu'on a réduit la variance, et donc la variance va devenir égale à 1. Donc, P est imposé par la pression atmosphérique. Quelle est la nouvelle variance? Eh bien, on perd 1 degré de liberté, ou alors, une autre manière de le dire, c'est de dire, on rajoute une relation.
qui est P égale P atmosphère, égale 10 puissance 5 pascal. C'est-à-dire que dans le nombre de relations qu'on avait ici, donc là on avait le nombre de paramètres, là on avait le nombre de relations, et bien en fait on rajoute plus P égale P atmosphère dans la question C. Ce qui fait qu'on réduit la variance de 1 puisqu'on passe de 4 relations à 5 relations. Ici dans la question C, hop, on passe à 5 relations. Et donc, on rajoute une relation P égale P atmosphère, la variance, qu'on appelle alors variance réduite parce qu'elle est imposée par un paramètre, elle est diminuée par l'imposition d'un paramètre extérieur. Appelée variance réduite devient égale à 1. Voilà donc comment conclure cet exercice. Donc, si on résume ce qu'on a fait dans cette vidéo, on a d'abord appris quels étaient les paramètres intensifs qui étaient associés à un équilibre chimique. On a vu que parmi ces paramètres intensifs, certains apparaissaient dans l'écriture de K0 égale Q et ils influençaient donc directement l'état d'équilibre final. On les appelait les facteurs d'équilibre. Et ensuite, on s'est dit, bon, maintenant parmi tous les paramètres intensifs qu'on a, de combien on dispose-t-on de paramètres intensifs indépendants qui nous permettront de contrôler l'état final de réaction? Et bien ça, c'était le calcul de variance. On dénombre le nombre de paramètres intensifs, on retranche le nombre de relations entre ces paramètres, et on en déduit la variance. Donc on a appris à le calculer, et donc maintenant il nous reste, si une variance de 1, ça veut dire qu'on peut jouer sur un paramètre, par exemple la température, tout le reste va être fixé, et bien il se reste à se poser la question, quelle est l'influence de la température sur l'équilibre? Est-ce que si j'augmente la température, je vais produire davantage de produits, ou au contraire je vais en produire moins? Donc, dans quel sens faire varier la température pour produire davantage de produits? Et il n'y a pas de réponse définitive à ça. Ça va vraiment dépendre de la réaction. Et donc, le but de la suite du cours, ça va être d'apprendre quelle est l'influence d'un paramètre, la variation d'un paramètre sur le déplacement d'équilibre.